chers amis, chers toutes et tous, d'abord, merci. Merci à vous qui êtes là ce soir, nombreuses et nombreux, très nombreuses et très nombreux, ce qui nous fait particulièrement chaud au cœur. Merci à Camille et Julien, qui en plus d'être des militants de Voix Commune, ont été les conducteurs de cette soirée. Merci à celles et ceux qu'on ne voit pas forcément, qui œuvrent depuis des jours, depuis des semaines, avec talent, pour préparer notre soirée de lancement. Merci à vous toutes et tous, partenaires des organisations politiques ou amis élus, avec lesquels nous cheminons et avons un vrai chemin à tracer ensemble. Merci sincèrement à celles qui m'ont précédé à cette tribune, au cours de ces tables rondes, avec leur enthousiasme, leur exigence et leur conviction. Un immense merci encore à vous toutes et tous d'être là ce soir pour ce lancement. Bien, nous voilà réunis ce soir pour la fondation d'une nouvelle force politique, Voix Commune. Elle ne naît pas n'importe où. Elle naît ici, dans la métropole de Lyon, et puise dans ce territoire sa dynamique. Elle porte un projet de transformation sociale, un projet de gauche, qui fait du progrès social pour toutes et tous la priorité à l'heure où nos sociétés se transforment et s'engagent dans une transition sans précédent. Elle veut aussi contribuer à un modèle de vie commune, de république heureuse. Voix Commune est composée d'ores et déjà de femmes, d'hommes, venus d'horizons divers, qui dans leur vie de tous les jours sont convaincus que chacun et chacune est porteuse et porteur de solutions, et que, pour les faire entendre, fortement, respectueusement, durablement, il faut une voix commune. Alors, chers amis, chères toutes et tous, d'où venons-nous? C'est ici, à Lyon, dans cette métropole, que nous créons ensemble Voix Commune. Ici, ce n'est pas tout à fait ailleurs. Du Moyen-Âge à nos jours, Lyon est une ville marchande, qui a toujours été grande quand elle a su allier l'économique et le social, quand elle a su que l'innovation venait de chacun et chacune, de ceux qui possèdent, mais aussi de ceux qui n'ont rien. Des entrepreneurs et entrepreneuses, mais aussi des travailleurs et des travailleuses. Ce développement économique, qui a pris des formes multiples à travers les siècles, est une force. Ici est né le mouvement coopératif, qui a permis une consommation ouverte au plus grand nombre. Ici s'est développée la presse, pour les ouvriers, pour les employés. Ici sont nés des services publics en matière d'hygiène, de logement, d'alimentation. Mais surtout, cette métropole a su être un acteur collectif dès lors que les formes de dialogue entre les salariés, les employeurs, les pouvoirs publics se sont constituées et ont irrigué l'action publique. Le mot est lâché. Dialogue. Ce dialogue doit gagner en force aujourd'hui. Nous devons lui redonner sa place dans toute notre action publique. Voix Commune en fait une de ses causes principales. Notre histoire, ici, est aussi celle d'une métropole industrielle, faite de classes sociales, distinctes, parfois et bien souvent opposées. Ces classes ont marqué notre territoire, par les quartiers qui la composent. Lyon est une ville de quartiers. Lyon est devenue une métropole par ses quartiers populaires. C'est dans ces quartiers populaires que de nouvelles formes d'action politique, je pense évidemment à la marche de 1983, que de nouvelles entreprises, de nouveaux talents, des créateurs, des créatrices ont vu le jour. Alors oui, à Vénissieux, Givors, La Mulatière, Bron, Oulin-Pierre-Bénite, Voix Commune se développera grâce à des citoyennes, des citoyens déjà engagés avec nous ou qui vont nous rejoindre. Remontons encore plus loin dans le temps. Notre ville s'est constituée depuis des siècles autour du croisement des routes. Elle est un territoire de rencontre entre des mondes divers. Au fil des siècles, elle est devenue cosmopolite. Les routes marchandes
ont permis à des femmes, des hommes, d'apporter un bout de leur culture, de leur langue, de leurs valeurs. Et Lyon s'est transformé en Irlingue, la ville des 1000 langues. Ne l'oublions jamais, nous venons de là. Ici, les églises, les associations, les citoyens et les citoyennes ont porté chacun à leur manière une culture de l'hospitalité pendant des décennies. Ici, nous savons que la faiblesse n'est pas du côté de celui ou de celle que nous accueillons, mais bien du côté de celui ou de celle qui n'accueille pas. Ici, nous savons que nous devons tant aux collectifs, aux associations qui ont poussé les pouvoirs publics à agir. Pourtant, ici, il y a encore trop, beaucoup trop, de personnes venues d'ailleurs, mal accueillies, délaissées. Demain, nous devons aller encore plus loin, en faisant au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau local, de la lutte contre le mal-logement une priorité. Nous devons aller plus loin en plaidant avec les acteurs économiques pour la régularisation de l'activité et l'emploi et en l'obtenant. La politique doit être menée en connaissant l'histoire, en conscience de ce que nous devons à toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés. Il faut aussi prendre pleinement conscience des défis du temps présent. Je pense aux jeunes, aux familles, aux personnes vieillissantes, seules, des quartiers des Vernes à Givors, de Pasteur à Grigny, de Léon-Lagrange à Vénissieux, de Parigny à Bron, des Noirettes à Vaux, ou encore des Alagniers à Rieux. Je pense à la difficulté à réussir à l'école, quand celle-ci n'est plus le lieu de la rencontre entre milieux sociaux, au collège fermé sur lui-même, que les familles voient comme une citadelle et où elles n'osent entrer. Je pense à la difficulté de trouver un emploi quand le taux de chômage dépasse les 50% et quand l'activité économique n'existe plus dans le quartier. Je pense au besoin, encore, toujours retardé, d'aller voir le médecin, parce que tout simplement, il n'y en a plus. Je pense aux lieux de moins en moins nombreux où on se rencontre. Je pense au gâchis de ces vies brisées, de ces talents non révélés. Nous avons engagé ici, depuis quelques années, des actions fortes. Sans aucun doute, nous devons aller plus loin. Faire de nos quartiers populaires des quartiers de vie. La politique des services publics et des services de proximité doit y être profondément développée et renforcée. Prenons les transports. Les transports vers les quartiers populaires ont largement progressé au cours de ces dernières années. Mais ce n'est pas encore suffisant. La responsabilité de la région est forte. Sa défaillance n'a que trop duré. Mais notre détermination doit être pleine et entière pour développer un réseau express métropolitain, tant pour l'ouest que pour l'est et le sud de notre métropole. Le plateau nord ne pourra être délaissé et une ligne forte, comme un tram express, doit être développée. Le groupe transport de voies communes en fait une de ses premières propositions. Nous devons faire de l'éducation populaire le ciment de notre modèle. C'est ici que, sous l'impulsion d'André Philippe, est née la République des Jeunes il y a 80 ans, et donc les MJC. MJC et centres sociaux doivent être consolidés si nous voulons des lieux de mélange, de mixité, avec des loisirs, des activités d'éveil, voire des activités périscolaires au collège. Plus globalement, nous devons renforcer une culture et une méthode du dialogue avec les associations, avec les syndicats, avec les employeurs. Un véritable paritarisme métropolitain est nécessaire en matière de progrès social, d'innovation, de politique tant du logement, des transports que de l'urbanisme. Et nous pouvons innover en la matière pour permettre une démocratie sociale, une démocratie continue. C'est pour que ce nouveau modèle lyonnais voit enfin le jour que nous créons Voies communes, ici, à Lyon, ce 5 septembre 2024, dans cette métropole du XXIe siècle, qui a toujours eu et continuera d'avoir un destin national. Dans cette métropole, qui a de très nombreuses ressources naturelles, agricoles, urbaines, dans cette métropole qui, avec ses ressources, nous permet de faire face aux grands défis. Pour des raisons sociales, écologiques et économiques,
La métropole des années 2020 et 2030 ne peut ignorer les quartiers populaires, mais ne peut pas non plus ignorer les villes et les bourgs environnant la métropole, qu'ils se nomment Tarare, Bourgoin, Villefontaine, Saint-Vallier, Annonay. Ils sont liés à l'activité de notre métropole, en proposant à leurs habitants et habitantes des solutions pour que leur travail et les services dont ils ont besoin soient au plus proche de leur domicile. Nous pourrons limiter des allers-retours, améliorer la qualité de vie de toutes et tous. C'est cette vision, alliant écologie et solidarité, que nous voulons porter pour notre territoire. La métropole de Lyon est née de la compétition. Inventons ici et ensemble la métropole de la coopération. Et ainsi notre métropole se distinguera dans notre pays. Voie commune, consciente de ses racines, n'a pas vocation non plus à se limiter à notre seul territoire, à ne proposer des mesures que pour Lyon et sa métropole. Alors, chers amis, chers toutes et tous, quel projet portons-nous? Aujourd'hui, nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à un défi inédit dans l'histoire de l'humanité. La raréfaction des ressources et le dérèglement climatique, et avec eux, leurs conséquences désastreuses sur la santé, sur le travail, sur les richesses. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus au débat. Ces questions sont des questions du quotidien. Je pense à ce que nous disent les femmes et les hommes qui subissent plus que d'autres les inégalités de revenus, les inégalités de territoire, les inégalités pour s'en sortir. Que nous disent-ils? Ils nous disent que les loyers sont trop chers, qu'ils et elles ont été contraintes de s'éloigner pour trouver un logement à un coût acceptable. Et que de ce fait, ils et elles se déplacent en voiture, surtout quand ils, et bien souvent elles, travaillent à des horaires décalés, la nuit, au petit matin. Ils disent que l'essence est trop chère. Ils disent qu'ils aimeraient prendre des transports en commun, mais que là où ils habitent, il n'y en a pas ou pas assez. Ils disent que leur logement est une passoire l'hiver et qu'ils doivent alors choisir entre finir le mois et se chauffer. Ils disent qu'ils en ont assez d'être oubliés, d'être relégués, déclassés, même méprisés. Assez des fins de mois difficiles. Assez de l'échec scolaire de leurs enfants. Assez de leur pouvoir d'achat qui ne s'améliore pas. Assez d'être tout le temps loin de tout, et en particulier des décisions du pouvoir. La réponse ne pourra être l'injonction péremptoire. L'injonction à changer de voiture, à prendre un vélo, à ne plus aller au supermarché, l'injonction à changer de consommation, à ne plus manger comme avant, à se vêtir autrement, à prendre un pull plutôt que de se chauffer. Les injonctions révèlent souvent une violence sociale. L'appel à l'ascétisme, surtout quand soi-même on ne manque de rien, ne peut fonctionner. Et pourtant, il est impératif, non négociable, que nous nous engagions ensemble dans une transition qui n'a pas eu d'égal dans notre histoire. Le projet que nous portons à Voie commune et que nous ne cesserons de défendre par-delà, il n'est pas question pour nous de transition sans d'importantes et fortes réponses sociales. Alors oui, plusieurs solutions existent, mais il ne faut pas s'y tromper. Il y a bien un clivage gauche-droite en la matière. Nous avons appris, peut-être encore plus aujourd'hui, à nous méfier de ceux qui ont prôné sa disparition pour mieux faire revivre les vieilles ficelles, les vieilles rengaines. Il faut le dire, il y a un clivage, et c'est parfaitement sain en démocratie. C'est parfaitement sain parce qu'il apporte de la clarté et des repères. Il y a bien un clivage gauche-droite face aux enjeux de notre société contemporaine, que sont l'impossibilité de nombreuses familles à vivre dignement de leur travail, à se loger, à se déplacer, à se cultiver, pour tout dire, à s'épanouir. Les libéraux, nous parlerons de bouclier pour protéger très provisoirement celles et ceux qui n'y arrivent plus, avant de leur laisser croire que le marché va de nouveau s'autoréguler.
Cette voie a échoué. Nous le constatons tous les jours. Mais nous devons l'expliquer. Nous devons le montrer. Car face à elle, il existe une autre politique structurelle, une politique durable et inédite de redistribution qui propose une nouvelle cohésion sociale. Et les chantiers sont nombreux. Redonner du pouvoir d'habiter, assurer les principes d'égalité dans les quartiers, entre les quartiers de nos villes, comme entre les communes, développer une politique de mobilité, garantir des revenus de travail décents. Voie commune veut proposer et agir pour que le progrès social sorte enrichi et renforcé de cette transition. Mais il nous manque aujourd'hui un cadre de réflexion, de pensée, pour agir de manière cohérente et concertée. Peut-être, faut-il revenir aux fondamentaux. Pensons à l'œuvre d'un Karl Polanyi, qui, il y a un siècle, exactement, publie ses premiers travaux à Vienne et dit que le libéralisme du XIXe siècle est mort. Il nous dit, nous devons, par l'intervention, par la régulation des pouvoirs publics, par les politiques publiques, cesser de considérer le marché comme naturel et autonome. Il nous dit que la société de marché a déformé notre conception de nos besoins, de leur satisfaction, de nos manières de vivre ensemble. Polanyi œuvre alors à une pensée qualifiée de social-démocrate. Un très beau projet. Mais bien sûr, les mots, aujourd'hui, ont perdu leur saveur et de leur force, quand cette même social-démocratie s'est perdue, en reniement pour certains, en compromission pour d'autres, et pour certains encore en trahison face au marché. Aujourd'hui, les mots manquent, ou ne conviennent pas pour penser cette nécessaire régulation d'un marché débridé, et rappeler qu'un certain nombre de nos besoins fondamentaux doivent être considérés comme des communs, non marchands. Écosocialisme, social-écologie, laissons de côté ces mots pour mieux dire notre besoin de nous armer intellectuellement, idéologiquement, politiquement, pour faire face unis à un défi de la même ampleur que celui connu face à l'industrialisation il y a près de 2 siècles. Elle avait alors transformé nos modes de vie. Elle avait produit une paupérisation profonde contre laquelle il avait fallu inventer une nouvelle vision. Elle avait éloigné les femmes et les hommes des villages où ils et elles étaient nés, mais aussi, grâce à des hommes, à des femmes engagées, elle avait permis une pensée et un progrès social. Des décennies ont été nécessaires pour cesser de voir la vieillesse, la maladie, les accidents du travail, la perte d'emploi comme des aléas de la vie que la seule responsabilité individuelle devait assumer. Ce sont devenus des risques sociaux, supportés par la collectivité, par les employeurs, par les salariés. Eh bien, nous en sommes là, aujourd'hui, face à la transition économique. Nous ne pouvons tolérer que l'adaptation au dérèglement climatique ne soit liée qu'au revenu, qu'à l'injustice de la naissance ou du patrimoine. Le dérèglement climatique ne peut plus être vu comme un mirage venu de l'extérieur et s'abattant sur nous. Il doit être envisagé comme un risque car la responsabilité est collective et la cause est humaine. La sécurité sociale et environnementale se doit donc d'être au cœur d'un nouveau pacte social. Nous l'avons dit, ce nouveau pacte social ne peut être porté que collectivement. L'avenir de notre démocratie se joue maintenant, dans notre capacité à recréer du dialogue, à dépasser la fragmentation des idées, des ambitions, pour retisser un lien fort vers un horizon commun, seul capable de créer une véritable union. Nous le savons bien, l'union est belle. Mieux, elle est la condition nécessaire d'une gauche au pouvoir, capable d'impulser une véritable transformation sociale, comme elle l'a fait en 1936, à la Libération, en 81 ou encore en 97. Nous serons intransigeants en matière de valeurs, d'engagement pour l'amélioration du quotidien des Françaises et des Français, tout en portant une parole respectueuse et nourrie du dialogue.
La seule manière de consolider cette confiance et cette union, c'est de construire un projet mobilisateur qui est à portée de main. La preuve, nous agissons déjà ensemble, notamment dans les collectivités. Des grandes villes françaises ont engagé des programmes volontaristes mêlant revenu solidarité jeunes, encadrement des loyers, régie publique de l'eau, politique d'hospitalité, lutte contre la précarité énergétique. Et ce ne serait pas possible au niveau national? Position incompréhensible. Le défi auquel nous sommes confrontés est celui d'une transition qui, si nous n'agissons pas, laissera les classes populaires et moyennes sur le bord du chemin. À Voix commune, nous rassemblons déjà celles et ceux qui viennent de l'Union. Que l'on songe à l'initiative Madame Z ou à la liste de la gauche unie, mais aussi, nous rassemblons aussi celles et ceux qui veulent participer à la construction de cette union sur la base du renouveau de l'engagement démocratique. Cette union, nous la voulons fortement, mais nous la voulons exigeante et respectueuse. Nous ne voulons plus du respect, du discrédit permanent, d'une forme d'esthétisme de la radicalité qui plombe la capacité à résoudre collectivement des désaccords. Nous ne voulons plus être détournés de l'action par le folklore et la controverse continue, source de défiance et de ressentiment. Mais nous voulons plutôt tout faire pour que la parole politique reprenne sa force et inspire confiance, sans être le monopole de quelques-uns ou quelques-unes, mais l'affaire de toutes et tous, quitte à permettre aux unes, aux autres, de contrôler l'action politique par de nouveaux moyens, autrement plus vastes que le seul suffrage électif. C'est ce que nous voulons à Voix commune. Voix commune fédère des femmes, des hommes qui ne se ressemblent pas. Nous savons que le changement vient d'engagements multiples. À travers les trajectoires de Cécile, de Bruno, de Pierre, de Marie-France et bien d'autres, je pourrais dire que c'est une démocratie sociale que nous voulons raviver à travers le dialogue et l'engagement dans les associations, les régies de quartier, les centres sociaux, les entreprises. Nous voulons dire que tout ne viendra pas d'en haut, comme c'est trop souvent le cas dans notre pays. Redonner aux territoires, aux corps intermédiaires, une capacité d'action et de mobilisation. C'est un levier essentiel d'un nouveau pacte social. Un tel pacte ne peut être porté que collectivement. Par un collectif, une coalition, même si le terme a perdu de force ces dernières semaines, de groupes politiques et de mouvements associatifs. C'est pour ce pacte, en mobilisant des femmes, des hommes qui ne s'étaient jamais engagés dans un parti politique jusqu'alors, en mobilisant celles et ceux qui, bien souvent, par leur action du quotidien, font tenir la société, que nous avons créé et voulu Voix commune. Finalement, chers amis, chers toutes et tous, quelle société voulons-nous? Voix commune porte en sous-titre 3 mots. À solidarité et écologie s'ajoute citoyenneté. Tout ce que nous venons de dire ne sera possible que si nous proposons à nos concitoyens et concitoyennes un espoir, un cap, dont ils seront autant les bénéficiaires que les garants. Celui d'une république qui fédère autour de sentiments positifs, d'un véritable élan vers le bonheur collectif, celui d'une république heureuse. Les Françaises et les Français sont aujourd'hui plus divisés que jamais, dans un contexte où les inégalités atteignent dans notre pays un niveau rare et surtout ne cessent de s'accroître depuis les années 1980. Vous trouverez toujours des démagogues qui voilent ces inégalités, cette paupérisation des classes populaires, cet appauvrissement des classes moyennes, en les diluant dans des oppositions culturelles, en rejetant l'autre, ou encore en s'inventant des ennemis. La fragmentation est la réponse facile, odieuse, à l'absence d'action contre les inégalités. Car ce qui a été le ciment d'une confiance dans les institutions, c'est l'action publique, et seulement elle. Tout le reste n'est que chimère. Une
colère s'exprime dorénavant face à l'absence ou au délitement de ces politiques tant attendues. Nous avons notre part de responsabilité, car il faut choisir. Il faut choisir son camp. Soit amplifier la fragmentation en misant sur le réveil des réactionnaires, soit la stopper. La stopper doit être le socle commun du renouveau social et écologique. Les discours seront importants, mais ils ne suffiront pas. Nous devons nous engager à faire renaître et cultiver l'idée de république en chacun de nos concitoyens et concitoyennes. Cette chose commune, cette part en nous qui nous lie, qui nous dépasse et sans laquelle nous finirons immanquablement par dépérir. Depuis des décennies, des siècles, les républicains, les radicaux, les socialistes, les communistes et aujourd'hui les écologistes le savent. Il ne peut y avoir de république sans égalité. L'égalité par-dessus. Mais alors pourquoi avons-nous eu aussi peur de certains mots à mesure que les programmes se diluaient en promesses? Oui, nous voulons l'égalité entre femmes et hommes de classes sociales différentes. Cela suppose des mesures ambitieuses en matière de revenus, de transport, de santé, d'alimentation, de services publics. Oui, nous voulons l'égalité entre femmes et hommes. Je pense par exemple à ce que nous devons faire en faveur des familles monoparentales composées très majoritairement d'une mère et de ses enfants. Mais l'égalité, c'est aussi l'égalité des territoires en matière de transport, de services, qui vont du simple commerce à l'éducation nationale ou aux hôpitaux. Tous les services sont concernés. Et bien sûr, celui de la sécurité. Sans aucun doute, le maintien de l'ordre et la garantie de l'exercice des libertés et de la cohésion de la société. À ce titre, il convient de tout mettre en œuvre pour l'assurer, et notamment une revalorisation des métiers de celles et ceux qui assurent l'ordre. Car la sécurité n'est pas qu'un mot. Elle a besoin d'un engagement, d'un investissement qui ont tant manqué jusqu'alors, au moins depuis 20 ans. Elle implique un accompagnement tout au long de la vie. C'est la présence humaine à renforcer dans nos quartiers, en particulier par la création de nouveaux postes de médiateurs, d'agents de prévention. C'est éviter le décrochage des jeunes vers des activités illicites qui minent une partie de nos quartiers. Mais qui pourrait croire que cela suffira, que cela seul transformera durablement notre société? Les incivilités, les violences sont des alertes sur les pertes de repères, de perspectives, sur l'absence d'issue pour une partie grandissante de la population. Ils et elles ne pensent pas que nos institutions et notre République les protègent, les regardent et les écoutent. Voilà le défi que nous devons relever ensemble. Redonner une sécurité pleine et entière à chacun et chacune. Cela passe par des politiques de long terme, à la fois d'éducation, d'insertion, de lutte contre la pauvreté et de la précarité, d'accès à des services de proximité essentiels. Cela passe par une solidarité renouvelée. À nous, ici et maintenant, la responsabilité de rendre concrète cette République heureuse, celle voulue par un Jaurès, qui refusait toute forme d'ascétisme et défendait par-dessus tout le progrès social, la vie large, celle de 1936 et l'accès de toutes et tous aux congés payés, celle de la libération, reprenant avec force le programme des jours heureux, celle de 1981 ou encore de 1997. La République est la plus belle des communautés politiques, une communauté de valeurs et de destin. La République que nous voulons est celle où personne ne baissera la tête, celle où, de l'absence de préjugés par rapport à un ou une autre qui n'a pas les mêmes origines, les mêmes croyances, le même âge, la même orientation sexuelle. La République d'une confiance réciproque en un avenir partagé. C'est une vision universelle et vivante de la République, fondée sur des valeurs, un projet, et non pas celle sans cesse réactivée, toujours avec plus de force, d'une nation unifiée, reposant sur une appartenance à un sol, à une terre ou à des morts. Marginaux hier, aujourd'hui beaucoup trop nombreux, elles et ils jouent avec le feu, évoquant là
le bruit et les odeurs, et ici reprenant la rhétorique de l'extrême droite en parlant d'immigrationnisme. Le rejet de l'autre n'a jamais annoncé des jours meilleurs. Et pourtant, ces jours meilleurs sont possibles. Cette République heureuse ne pourra prospérer d'elle-même. Elle repose sur des politiques publiques d'égalité, de solidarité, qui doivent être défendues par les partis politiques, mais aussi par vous qui vous engagez en allant enseigner tous les jours, en répondant à l'urgence de l'aide sociale à l'enfance, en orientant les familles dépourvues de ressources, en soignant, en accompagnant les locataires du parc social, en vous mobilisant dans une association de distribution alimentaire, d'éveil à la citoyenneté, en faisant des cours du soir. Vous êtes, nous sommes la République heureuse. Il y a donc deux objectifs à suivre. Le premier, nous l'avons dit, est l'égalité. Mais l'égalité n'est rien sans l'émancipation. Et l'émancipation passe par la revalorisation du travail. Le travail a perdu une partie de sa force émancipatrice et sociale. Revaloriser le travail dans notre société signifie bien sûr promouvoir une augmentation des revenus, mais également réinterroger la place du travail. Car rappelons-nous que le travail salarié a accompagné le progrès social, réduit les difficultés dans la vie des travailleurs et travailleuses. L'émancipation, la réalisation de soi, suppose des politiques éducatives également, beaucoup plus puissantes et ambitieuses. L'éducation est là pour éveiller, donner les clés de compréhension du monde contemporain, de ses défis, pour donner à chacun, chacune, les outils contre toute forme de domination, d'oppression, d'asservissement. Au cœur de tous les défis économiques, écologiques et sociaux figure l'éducation et sa capacité à valoriser le collectif en renforçant l'apport de chacun, de chacune aux transformations de la société. C'est par l'égalité, par l'émancipation, que nous parviendrons à vivre ensemble dans nos quartiers, dans nos bourgs, dans nos centres-villes, dans notre pays. Et c'est pour cela que nous créons Voix commune. Alors, il nous faut une voix commune. Aux hommes, aux femmes, de générations différentes, d'activités sociales et professionnelles distinctes, de territoires, de quartiers divers, des hommes et des femmes qui veulent œuvrer à la transformation de la société. Il nous faut une voix commune, en famille de gauche et de l'écologie, prête à agir en responsabilité. Alors vous qui avez grandi dans les années 40, 50 ou 60, qui avez connu l'accession de la gauche au pouvoir, le temps des victoires, de l'aboutissement des mobilisations sociales pour une vie meilleure, plus juste, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour nous dire que c'est possible, mais que le temps des promesses est révolu et que c'est une nouvelle méthode que nous attendons. À vous qui étiez enfants, dans les années 70 et 80, pour qui la lutte contre l'extrême droite, contre les assassinats de Malik Oussekine, de Brahim Bouharam, contre l'ostracisation, ont été les moteurs des votes, des engagements. Ne perdez pas les convictions de vos 20 ans. Les valeurs doivent être des repères. Et si vous perdiez ces valeurs, c'est notre République qui en serait affaiblie. Vous qui avez grandi dans les années 90 et 2000, vous les premiers à avoir fait de l'environnement le cœur de votre vision du monde, vous qui n'avez quasiment voté que contre, que par défaut, votre moment est venu. Vous qui vous dites que l'engagement associatif vaut bien plus que la politique, ne vous trompez pas. Ne laissez pas ceux qui maîtrisent le jeu politique vous déposséder de votre parole. Ils ne doivent pas emporter avec eux votre engagement politique. À vous, enfin, qui avez 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes tentés de dire tous ces politiques sont pareils. Ils ne sont mis que par leur propre intérêt. Mais laissons-nous contredire une telle vision. Oui, la transition écologique est anxiogène. Oui, les défis de vos 20 ans ne sont pas les mêmes que ceux des générations précédentes. Mais oui, nous pouvons travailler ensemble à cette République heureuse, à cette cohésion sociale. Vous êtes une génération exceptionnelle. Travaillons toutes et tous pour vous permettre de changer le monde. À vous toutes et vous tous. Nous voulons vous dire qu'il n'est plus possible de retarder l'engagement. Vous, aussi nombreux et nombreuses ce soir, dites autour de vous qu'il faut se mobiliser, non pas pour des places, mais pour l'action. Dites autour de vous que ce sont dans les territoires
que nous redonnerons à ce pays sa tradition d'accueil, de dynamique, de cohésion sociale, à condition d'engager des politiques d'égalité sur plusieurs années. Dites autour de vous que la gauche reprend le flambeau du progrès social, que bien sûr, la route sera longue, mais qu'il y aura des étapes et qu'il y a une perspective. Dites autour de vous que nous n'annonçons pas des décennies de sang, de larmes, de restrictions, mais au contraire des mesures de village dans une République heureuse. Dites surtout autour de vous qu'ici, à Lyon, ce 5 septembre 2024, est née Voix commune, grâce à une centaine de femmes, d'hommes mobilisés dans leur activité, leur profession, leur quartier, leurs études, qu'ils et elles ont eu envie de se dépasser. Dites-leur qu'ils et elles rejoignent Jacques, Yadi, Héloïse, Claire, Foued, qu'avec Oran, Louise, Khaled, Mohamed, Anne-Marie, Renaud et d'autres, ils et elles veulent être des citoyens et des citoyennes porteurs et porteuses de solutions, et que désormais, cela se fera avec elles et eux. Vive notre métropole durable, juste, engagée dans une égalité des quartiers et des territoires. Vive notre République heureuse, où chacun et chacune peut trouver une communauté de destin. Vive l'engagement de chacun et chacune. Vive Voix commune.